chaque début de réponse, j'essaye de te mettre les timecodes, sinon je te m'essouffle à l'oreille. Je les regarde et je fais d'accord. On va faire comme ça. Vous êtes parfaite, madame. Tourne bien. Voilà. Ok, allez. C'est super, hein? Tu me dis comment tu penses que combien ils sont. Ok, voilà. On peut y aller. Est-ce que vous pouvez nous raconter le jour où vous avez été arrêté par les nazis? Comment ça s'est passé ce jour-là? Nous avons vécu 10 années en sachant qu'il n'y a pas de solution. On racontait même qu'un évadé de la ville de Leva, qui s'est sauvé d'Auschwitz, a écrit au consistoire de prévenir les gens qui s'enterrent, qui se suicident, qui fassent n'importe quoi, mais de toute façon, il faut éviter la déportation. Et le consistoire a trouvé que ça va faire une panique terrible. Elle n'a pas averti les fidèles. Or, mon père est parti déjà 3 ans avant nous, parce qu'il était sur la liste noire des Hongrois. Il y avait question que la Slovaquie, comme d'ailleurs tous les pays de l'Europe centrale, après le départ des Habsbourg, sont tombés sous le commandement des Allemands. Or, mon père était le collaborateur du président Beneš pour la minorité hongroise qui se trouvait en Slovaquie, c'est-à-dire 1,3 million Hongrois qui avaient peur qu'on leur ferme les écoles hongroises. Mon père essayait de leur expliquer, c'est moindre mal qu'on vous ferme les écoles hongroises, plutôt que de vivre dans un pays fasciste où vous serez toujours en minorité et on va vous haïr et obligé d'apprendre le slovaque et ça sera terrible. Alors même mon père hésitait, malgré qu'il était sur la liste noire 2e, et il était avocat à Leva, qu'on en slovaque appelle Levice. C'est une ville de 35-40 000 personnes. Et les copains avocats ont invité à Bratislava, à la capitale, et ils lui ont montré quelque chose qu'il n'a pas jamais vu. Comme avocat, il avait l'habitude d'aller dans les prisons, mais les autres ont choisi la prison la plus horrible qu'il y avait à Bratislava, plein de rouille, sale,
où on frappait et ils ont fait le tour pour lui dire, si tu pars pas dans 2 jours, tu vas finir dans un endroit pareil. Il nous a rien dit. 2 jours après, il a appelé son cocher parce qu'il possédait une propriété terrienne pour atteler un cheval à un chariot et il lui a dit on s'en va. Et le cocher a demandé où c'est qu'on va. Et il a répondu je ne sais pas. Il a pris une valise, il a jeté dedans un costume, une paire de chaussures, enfin des petites bricoles qui rentraient. Et nous, on a évidemment demandé, mais où est-ce que tu vas? Il a dit, je ne sais rien. Alors, ils sont partis, et quand ils sont arrivés à la frontière entre la Slovaquie et la Hongrie, le cocher a dit, moi je ne veux pas être arrêté, et je ne vais pas plus loin. Et mon père a dit, alors vas-y, retourne. Et il est resté en Slovaquie. C'est tout ce qu'on savait. Et pendant 6 mois, on n'avait aucune nouvelle. Les gendarmes venaient nous visiter tous les jours. Votre mari rentre le soir. On a dit pas du tout. Vous pouvez demander les voisins qu'ils ne rentrent pas du tout. Et 6 mois après, ce cocher était du parti de mon père et il l'aimait beaucoup. Et il a dit, puisqu'on n'a aucune nouvelle, moi je vais partir le chercher. Et nous lui avons dit, mais on va t'arrêter immédiatement, tu ne connais pas un mot de slovaque. Il a dit, là où je serai, je vais avoir une pêche ou une pioche et je fais le sourd-muet et je travaille la terre. Et c'est ce qui est arrivé. Et après, il a demandé aux gens, est-ce que vous avez vu le docteur Chanky? Et comme il était avocat, mais il n'a jamais travaillé comme avocat, juste pour les gens très pauvres, pour rien. Et tous les soirs, il les a invités chez nous à la maison et on parlait politique. Et nous étions à l'âge, ma soeur 9 ans, moi 7 ans et demi. Nous étions tous les soirs jusqu'à minuit écouter les problèmes des pauvres de manque de république, parce que sous les Tchèques, pendant 20 ans, nous étions des philosémites et on nous a tout fait du bien. Les Slovaques, c'est une nation qui n'a pas d'histoire, c'est des antisémites, des ignares, juste le contraire des Tchèques. Et quand est-ce que vous avez eu des nouvelles de votre papa? Quand est-ce que vous avez eu des nouvelles? Attendez, madame. Attends. Quand est-ce que vous avez eu des nouvelles quand votre papa a disparu? Eh bien, justement, c'est... Attendez. Un tout petit instant, pardon. Attendez un tout petit instant. Non, le truc du time code n'était pas sur le bon.
Alors, attends, pas. Voilà. Justement, ce cocher, il est revenu, il nous a dit, je n'ai pas pleuré à l'enterrement de ma mère, mais quand j'ai vu le docteur, parce que chez nous, les avocats, c'est les docteurs, et les médecins, c'est les docteurs. Et docteurs de loi, les avocats. Et ensuite, nous avions eu des nouvelles que quelques clients qui n'ont jamais payé mon père l'hébergeaient et il les aidait dans l'agriculture, rattraper un cheval qui s'est sauvé et des choses comme ça. Et nous savions qu'après les Slovaques, c'est le tour des Hongrois. En 39, Hitler a demandé à Horthy, qui était l'amiral de la Hongrie, qui lui donne les gens qui rapportent beaucoup en économie. Par exemple, des usines de tissus. Il y avait beaucoup de juifs qui avaient des grandes propriétés. Et Hitler lui a répondu, mais moi aussi j'ai besoin de gens qui me remontent l'économie. Alors ils ont discuté. Hitler a admis finalement qu'on va prendre seulement les hommes de 18 à 60 ans, aller en Ukraine et en Russie, aider l'armée hongroise. Inutile de vous dire que c'était aussi mauvais que les camps de concentration. Ils sont partis avec leurs vêtements sur eux et ils étaient dans cette glacière d'Ukraine où ils devaient faire aider les soldats hongrois. Et ils sont morts de faim et de froid. Un tiers de ces jeunes sont revenus vivants. Et votre papa? Et votre père? Lui, non. Et Alors, attendez, il faut que je fasse des petites pauses. Je me fatigue plus. Et ensuite, il a Alors, trouvé une vieille tante qui était attendez. aubergiste. Attendez, madame. Alors, on peut reprendre. Voilà. Alors, votre papa, il a trouvé. On peut repartir. C'était une petite. Je peux démarrer. C'est démarrer, c'est juste. Voilà. On est parti. Je tire un tout petit peu la page, tu sais. J'essaie de la décaler pour. Mais c'est pas plus comme ça qu'on voit moins la chaise, tu vois. Non, là-bas. Non, ça c'est bon. Vas-y. Hop. Ok. Nous avions une villa et un
un jour, il y avait un canard rôti sur la table. Les nazis sont rentrés. Ils ont dit, prenez avec vous ce qui rentre dans 20 kilos. Et qu'est-ce que nous avons fait? On est parti au château de mon grand-père. On a vivoté là-bas, bien parce que mon grand-père avait une propriété, la première en agriculture de la Hongrie. Nos vaches ont donné 20 litres de lait par jour. Qui c'étaient nos amis? La Mora, l'institutrice qui était une ancienne nonne, le médecin du coin, le notaire, enfin les gens importants dans un village. Ils venaient manger chez nous le lundi, le dimanche. C'est notre auto et qui allait chercher le curé pour les mariages, pour les enterrements, pour tout. Il venait jouer avec mes tantes au bridge 2 fois par mois. Et le jour où on nous a déportés, toute la famille, mon grand-père heureusement et ma grand-mère étaient morts déjà, ils n'ont pas vu ça. Mais mon grand-père, avant de mourir, a écrit une lettre à Pie XII, à Thomas Mann, à Einstein, et malheureusement tout ça n'existe plus. Et le jour où on vous a déporté, vous disiez? On nous a emmenés dans une petite ville à peu près à 12 kilomètres de chez nous. Et là, j'ai eu ma première immense déception. Il n'y avait pas de filles juives dans le village. Nous étions 35 juifs sur 340 habitants. Il y avait une macolette juive, c'est tout ce que je me rappelle. Et j'avais 2 amies, 2 filles. Et quand on a su que le lendemain on nous amène au ghetto, une des filles, elle est venue, elle m'a dit « Donne-moi tes robes, je vais te les garder. » J'ai répondu « Je n'ai pas besoin, si je reviens vivante, j'aurai toujours de quoi m'habiller. » Le lendemain était dimanche. La veille, elle m'a dit encore, apporte-moi de la naphtaline pour qu'elle soit bien gardée, tes robes. L'autre fille, elle lui dit, comment ça se fait que tu portes déjà la robe de Nessie, la plus belle robe en dentelle. Elle a dit, mais il y a longtemps qu'elle est crevée. Si elle avait dit, il y a longtemps qu'elle est morte, je lui aurais pardonné. Mais qu'elle a dit le mot crevé, ça je ne pouvais pas pardonner. Ensuite, on nous a dit de porter une valise de 20 kilos. La nôtre, elle était lourde parce que nous avons mis rien que des conserves, rien d'autre. Et on est passé devant le jardin du curé. Et c'est une image que je n'ai jamais oubliée. C'est lui qui était tellement gentil avec nous. Il était dans son jardin
Il m'a fixé, ni il a dit un mot, ni il a dit un au revoir. Et imaginez-vous, il y a un an, ma fille et ma cousine, la seule survivante qui est médecin, et elle m'a dit, va à Yad Vashem, tu trouveras un arbre consacré au curé qui a apporté des certificats catholiques à 60 familles juives qu'il a sauvées ainsi. C'est-à-dire qu'il était vraiment bien envers les Juifs. Et donc vous êtes là, allé au ghetto avec qui? Avec votre mère et votre sœur, c'est ça? Quand ils vous ont envoyé au ghetto, c'était avec votre mère et avec votre sœur? Attendez. Attendez. Il y avait tous les jours, Attendez, il madame. fallait donner quelque chose. Madame, attendez avant de instant. raconter votre histoire. Attendez. Est-ce que tu peux me dire si on voit autant le pli en haut? Tu sais, enfin sur l'écran du... J'ai pas l'impression, je le vois pas. Ça, en fait. Sur l'écran de la caméra, pas sur l'écran du retour. Pas sur le moniteur, sur la caméra. Je sais pas. Là. Je sais pas. Ouais, un peu. Non, c'est pas un pli, en fait, c'est du blanc, quoi. Ok. Donc vous parliez du ghetto. Vous étiez en train de parler du ghetto, qu'il fallait donner quelque chose tous les jours. Et, au début, fallait donner l'auto, ensuite les radios, ensuite les bijoux, ensuite les fourrures. Et chaque fois, c'était déposé chez le notaire. Or, la nonne, l'institutrice, elle est allée voir, elle a demandé au notaire, qui était aussi notre ami, dis-moi la famille Wertheimer, elle a déposé tous ses bijoux ici, elle a fouillé dedans, elle a dit, elle était notre amie, soi-disant, elle a dit, il manque une paire de qu'est-ce qu'on met dans le... Les boucles d'oreilles.
Oui, boucle d'oreille en brillant de Tante Rose. C'était des amis. Est-ce Et- que vous pouvez nous raconter comment c'était au ghetto? Que Comment c'était dans le ghetto? Vous avez été dans le ghetto? Comment c'était dans le ghetto? Alors, on arrive au ghetto. L'interdiction était des non-juifs n'étaient pas dans les rues. Il fallait fermer les fenêtres. Nous sommes arrivés et là, les premiers jours, c'était affreux parce qu'une grande partie des gens se sont suicidés sous nos yeux. Ensuite, il y avait les gendarmes hongrois qui étaient beaucoup plus sauvages que les SS. Un à un, on nous a laissé rentrer dans le bureau et je voyais que chaque juif sort ensanglanté, c'est-à-dire qu'on les a frappés. Et comme mon nom est Chanky, ça s'écrit avec un C, je savais que je vais aller au début. Attendez, il y a le téléphone. Et Alors attendez, on va faire une petite pause. Et- On va attendre parce qu'il y a le Il y a téléphone. le téléphone qui sonne. C'est peut-être votre fille. Peut-être c'est votre fille, le téléphone. On va voir. que j'ai pas entendu. Il y a le Il y a téléphone. le téléphone, Il y a qui le a sonné. téléphone qui Le sonne. téléphone. Le téléphone sonne. Le téléphone. Oui, Il faut attendre. On va faire une petite pause parce qu'il y a votre. Le téléphone a sonné. Peut-être c'est votre fille. oui, Votre- ben c'est pas grave. Et Attendez quand même. On va. Attendez, parce qu'on entend. On Angela. entend. on a fait rentrer d'après l'alphabet toutes les familles. Qu'est-ce qu'on a demandé? Où vous avez mis votre argent? Où vous avez mis vos bijoux? Et celui qui répondait pas bien, il recevait des coups. Alors je suis rentrée, il m'a fait donner cette question et par chance, je connaissais que mon père avait beaucoup de dettes dans la banque parce que c'était après l'année 29 où il y avait le krach et il avait vendu le blé à l'avance à un prix normal et après le krach ça valait la moitié. Alors par chance je connaissais la dette de mon père et le numéro du compte. Alors, j'étais la seule qui est sortie sans coup. Comment c'est. Alors attends, on va peut-être lui dire d'arrêter. Tu veux aller la voir? Tu vas venir? Attendez, on va parler avec Angela d'abord. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'était pour madame. Madame Maroc de Paris. Et vous lui avez répondu? Oui. D'accord. Très bien. Comment c'était pour les femmes? Dans le ghetto, comment c'était pour une femme quand on était une femme? Vous aviez quel âge? 17 ans? 18 ans? Il n'y avait plus d'hommes valables. Il y avait les handicapés, les très vieux,
C'est tout. Tout le reste, c'était des femmes et des enfants. Alors, nous savions ce qui se passe à Auschwitz. On ne se faisait pas d'illusions. Et quand on nous a rentrés dans le wagon, nous savions qu'il n'y a aucune chance de rester vivante. Et il faisait une chaleur horrible. Dehors, il faisait 13 degrés, je crois. On voyageait 48 heures sans manger et surtout sans eau. Le train s'arrêtait à chaque petit village. On avait une petite fenêtre grillagée. On les a suppliés, les Goïs, de nous jeter quelques gouttes d'eau. Personne n'a fait. Et nous étions 4 personnes de la famille ensemble déportées. Ma mère et moi, une vieille tante qui nous faisait de l'excellente cuisine, la tante Rose, et une jeune tante, Lily, qui avait un garçon magnifique de 8 ans, et qui était intelligent, beau et tout. Et évidemment, je vais raconter encore ce qu'il y avait dans le wagon. Au début, il y avait 2 frères Cohen et ils ont hurlé pendant 1 heure. Nous ne sommes pas juifs, nous n'appartenons pas à cette ordure de juifs. Et nous sommes la 3e génération de convertis au christianisme. Au début, on a ri, mais après, on les a fait taire. Et j'ai des images qui me restent malheureusement, et c'était vraiment triste quand on est arrivé à la frontière entre la Pologne et la Slovaquie, et il y avait un énorme bruit. Et il y avait une petite fille de 9 ans dont je me rappelle le nom. Elle s'appelait Erika Polgar. Quand elle a entendu ce bruit, elle a demandé c'est maintenant que le gaz arrive, et il y avait 85 personnes dans le wagon qui était fait pour 2 chevaux. Vous vous imaginez, il y avait un soldat allemand avec nous, avec un seau de parterre, où il devait jeter les ordures. Mais vous pensez bien, il y avait plein de bébés. Il y avait des vieux qui ne pouvaient plus bouger. Il vidait toutes les heures le seau. On nageait dans la pourriture. Arrivé à Auschwitz, il y avait le premier mensonge dans lequel ils étaient formidables, les Allemands, de mentir. Ils ont dit ceux qui vont à droite, et il y aura des autobus qui viendront vous chercher. Ils auront 1 litre de lait par jour et un pain entier. Alors, toutes les femmes avec les enfants, avec les bébés, se sont ruées vers l'autre côté. Et j'ai dit à ma mère, vas-y à gauche. Elle m'a dit, tu n'as pas honte, tu laisses la vieille tante, la jeune tante avec son petit garçon, et tu vas de l'autre côté. Je dis, t'occupe pas. Elle est allée.
Elle arrive, et il y avait devant nous un fauteuil immense, un bonhomme très gros avec 1000 distinctions militaires. C'était Mengele, le fameux Mengele, le Satan du monde. Et ma mère, elle savait déjà ce qui se passe. Et quand il lui a demandé quand tu es née, elle est née en 1900. Comme mon grand-père était un grand Habsbourgeois, il lui a donné le nom d'Elisabeth, Sissi dans le film, parce qu'elle est née en 1900, au moment où Sissi était assassiné. Et il lui a dit, ma mère était très cultivée, surtout en allemand, en français aussi. Et quand il lui a dit, mais tu es trop âgée, elle déjà, dans la carte d'identité, au lieu de 1900, elle a inscrit 1907, c'est-à-dire elle s'est fait plus jeune. Et elle a répondu à Mengele, Monsieur, vous savez, n'importe quel travail vous me donnez, je l'accomplirai avec plaisir et très bien. Il avait une canne avec du caoutchouc qui frappait les gens. Bon, alors il lui a donné 2 coups et elle est passée avec moi. C'était la première. On arrive dans 1 heure, tous les gens qui étaient du côté du lait et du pain entier étaient disparus et nous sommes restés une 50aine dans entre le gazon. Ils nous ont dit déshabillez-vous et rangez bien vos affaires que vous les reconnaîtrez où vous les avez déposées. Et attachez les lacets de vos chaussures et des choses comme ça. Évidemment, comme nous étions sans eau 24 heures, on tombait par terre et on s'endormait. Et quand on s'est réveillé, le soleil commençait à sortir. Ils sont revenus, les SS. Ils nous ont dit, on va vous amener maintenant à la douche. Alors nous, on savait qu'est-ce que ça veut dire la douche. Et on n'a pas bougé. Et on nous rentre dans une immense salle de 800 personnes à peu près, 800 femmes. Et le SS, plusieurs SS étaient dehors. Ils ont ouvert les rideaux pour voir qu'est-ce qui se passe dedans. Et un d'eux a crié, le gaz arrive. Alors il y avait une panique. Nous deux, on n'a pas bougé. On savait qu'on ne peut rien faire. Mais quand on a ouvert la porte, il y avait 8 personnes piétinées, mortes. Alors, quand on est sorti, il commençait tout. Une toute petite minute. Attendez, Sandra a besoin d'une petite minute. Ouais. Excusez-moi, je vous sers un verre. Comme ça, moi. Ok.
Quand vous voulez, quand vous êtes prête. C'est bon. On nous sortait un à un. Il y avait des tables avec des vieux vêtements et des capots juifs. Et nous jetait une vieille robe et peut-être une culotte. Mais ça, je ne suis pas sûre. Et la première fois, ils nous ont dit, mettez-vous en rang. Et des coiffeurs, 5 ou 6 coiffeurs sont arrivés et très très vite, ils nous ont rasé les cheveux. Ah, si vous avez vu ma mère, comment elle était contente. Elle a dit, maintenant, il n'y a aucun homme qui regardera ma fille. Elle était aux âges. Une fois fini, encore une fois, mettez-vous en rang. Et là, il y avait des jeunes gens juifs, des jeunes garçons de 20 ans, 18 ans, qui avaient un short et ils étaient nus, il faisait chaud ailleurs. Et ils avaient une aiguille de piqûre dans la main. Et là aussi, il y a une image qui me reste. Et la fille qui était avant moi, elle connaissait le garçon qui devait lui donner la piqûre. Et elle dit « Bonjour Jean ». Et elle s'aperçoit qu'elle est toute nue et lui, il était aussi embarrassé qu'elle. C'était horrible. Évidemment, ni l'un ni l'autre n'ouvrait plus la bouche. Ensuite, c'était le tatouage. Et il lui a fait le tatouage, elle est passée. Ensuite, moi. Moi, je n'ai rien dit, j'étais tranquille. Et là, ils m'ont mis... Attendez que je me rappelle, mais mon Dieu, il faut le mettre parce que... 12 488. Maintenant, il reste quelques petites traces, pas beaucoup. Mais après moi, il y a ma mère qui vient. Et quand on lui a mis le tatouage, c'était les garçons juifs qui faisaient. Mais l'Allemande, elle surveillait. Et ma mère fait comme ça. Elle dit en allemand en plus, je ne suis pas une vache pour qu'on me mette un numéro. L'Allemande a entendu ça. Il a dit au garçon juif, fais-lui 2 fois plus grand les lettres. C'était la deuxième chose. La troisième, c'était le manger. Ah non, ils nous ont amenés pour nous montrer où est-ce que nous allons dormir. C'était les triples lits superposés. C'était très serré dedans et ils ont dit choisissez chacun votre place. Ma mère, elle ne pouvait pas monter l'échelle, elle a pris en bas un lit. Moi, je me suis dit, je vais avoir plus d'air, je vais tout en haut. Je suis allée en haut. Et j'ai oublié quand on a sorti de cette salle où, soi-disant, on nous a douchés parce que nous sommes pas douchés du tout parce qu'il coulait une eau tiède. Alors, comme on mourait de soif,
On a bu l'eau qui coulait, on ne s'est même pas mouillé, on l'a bu. Et on nous a donné un morceau de savon. Et ils ont dit, choisissez votre place pour dormir. C'est des lits de 80 cm. Vous serez 3 dedans, une comme ça, une sur le ventre, l'autre retournée, l'autre sur le ventre. Comment on dit ça en français? On dit telle bêche? Non, c'est pas ça? Ah non, c'est... Oui. D'accord. Alors imaginez-vous, c'était plein été, on s'est arrangé, mais en hiver, qu'est-ce qui s'est passé? Seulement celle qui était au milieu avait la couverture. L'une de gauche, elle tiraillait, et l'autre de droite aussi. Alors c'était vraiment terrible. Et à la savonnette, il y avait 3 lettres. Reines Israelisches Fett. R-I-F. On est resté le soir réfléchir qu'est-ce que ça peut dire. Et on a compris, c'est les premières lettres de pure Grèce juive. Alors on a compris, on nous a même raconté que c'était les femmes de Salonique qui étaient un peu trop grosses, dont on a fait le savon. Qu'est-ce qu'on a fait? La nuit, devant la baraque, on a creusé un trou, on les a enterrés. Une des filles a lu le Kaddish et on ne s'est pas servi du tout de la savonnette toute l'année. Et c'est pour ça qu'on était plus crasseuses que les autres, parce que les autres n'avaient pas cette savonnette. Alors, en vitesse... Une toute petite minute? Une toute petite minute? Vous êtes parfaite. Je vous raconte quelques histoires, mais pas, c'est pas en ordre. C'est pas grave, c'est très bien, ne vous inquiétez pas. L'essentiel, les images qui me hantent. Exactement, l'essentiel. Il y avait sélection, nous avons subi la sélection 3 fois avec Mengele. Et on avait à l'époque déjà les robes rayées. Les robes rayées, j'ai une veste rayée ici. Mon fils aîné, qui est premier prix de doctorat d'Israël, de mathématiques, qui était prof au Technion et qui est depuis 40 ans le rabbin du Technion. Il m'a dit que je n'ai pas droit ni la toucher, ni m'en habiller, parce qu'elles contiennent 1/3 de mauvaises herbes, comment ça s'appelle, qui piquent. Enfin, je ne sais pas. 1/3 de sciure de bois et 1/3 des cheveux des Juifs. Alors, c'est pas la peine de la toucher. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ensuite, on nous a appelés
il fallait passer devant Mengele, toute nue, et c'était difficile parce qu'il suffisait d'avoir un petit bobo qu'il a envoyé au crématoire, ou s'il l'a trouvé trop âgé. La deuxième fois, j'avais le scorbut. Vous savez ce que c'est le scorbut? C'est ce que les marins de Christophe Colomb ont eu. C'est un manque de vitamines. Et j'avais sous le bras un paquet de pus qui me faisait terriblement mal. Et il y avait une dentiste de notre ville, et j'avais tellement mal, ma mère lui a dit, je t'en prie, ouvre-lui ce morceau de pus parce qu'elle souffre le martyre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée dans la cuisine allemande et elle a pris un couteau de manger. Et elle m'a ouvert et elle m'a donné un peu de coton qu'elle avait, mais c'était un petit rond qui rentrait dans la main et ça saignait terriblement. C'est dans 5 minutes, c'était plein de sang. Et il fallait passer devant Mengele en ayant les deux mains en l'air et ayant la robe aussi dans une des mains. Alors ma mère, elle est passée par chance. J'arrive, je savais que je vais au crématoire. J'ai mis la robe sur l'épaule et je suis passée. Et Mengele a commencé à hurler. Celle qui n'avait pas les deux mains en l'air doit revenir. J'étais dans une foule de 3000 personnes. Évidemment, je n'ai pas bougé. C'était aussi un miracle. Et vers la fin de la guerre, ils avaient besoin d'ouvriers parce que tout le monde était mobilisé déjà en Russie et en Ukraine, des Allemands. Et ils sont venus chercher des ouvriers. Et on a choisi, combien on était au début? 100, j'ai la liste. La liste, quand elles sont nées, d'où elles sont, parce que le professeur de l'université de Tübingen a écrit notre histoire. Et on nous a emmenés non, d'abord c'était en hiver et nous n'avions ni bas ni de quoi couvrir les manches. Ma mère, elle a dit, regardez les matelas qui sont de Suède, ils ont du papier crépon pour les conserver, arrachez le papier crépon et faites avec les bandes de crépon sur les bras et sur les jambes. Ça va nous protéger du froid un peu. Au début, ils nous ont mis dans des wagons pour 2 jours et ils nous ont donné une bouteille d'eau et 2 morceaux de pain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions tellement fatigués et qu'on se mit dans un coin du wagon qui n'avait pas de toit pour nous réchauffer entre nous.
Le matin, quand le soleil est sorti, nous sommes allés voir qu'est-ce que c'est. On a trouvé des petites bombes que les avions anglais ont jetées sur ce train. Et dans 3 coins, il y avait plein de ces petites bombes. Et dans notre coin, il n'y avait rien. Deuxième miracle. Ensuite, on nous a emmenés à pied dans une ville qui s'appelait Rochlitz. Rochlitz avait une école pour apprendre d'être tourneur et dresseur ou quoi encore. Quelque chose pour fabriquer les avions Messerschmitt. Là encore, j'ai eu une grande chance. Il y a 4 ingénieurs allemands qui nous ont attendus. Et parmi nous, il n'y avait qu'une fille qui était à peu près en bon état. 3 autres étaient cadavériques. J'étais auprès des 4 ingénieurs. 3, ils ont dit, on doit les renvoyer à Auschwitz. Nous avons choisi des gens bien portantes et c'est des cadavres qu'on nous envoie. Alors le 4e, il a dit, vous avez une âme, vous êtes capable de renvoyer 3 filles pour être gazées au crématoire. Et c'est pas possible que vous fassiez ça. Ou sinon, vous les abattez ici avec un coup de fusil. Et ils ont discuté longtemps et finalement les 3, ils ont dit, tant pis, on va les garder. Et ils nous ont mis dans une école où il fallait apprendre à faire des avions Messerschmitt. Et pour moi, c'était pas tellement difficile. D'abord, on était au chaud. Et deuxièmement, il y avait d'autres prisonniers. Et j'allais d'un à l'autre savoir où est la guerre. J'allais chez le Russe pour demander où est la bataille vers l'Est. Et je retournais parce qu'il fallait emprunter un crayon aux non-juifs. On n'avait pas le droit d'en avoir. Il fallait le rendre aux non-juifs. Alors j'allais chez le Français et je disais à l'ouest où est le front. C'est-à-dire, je connaissais qui sont pas loin, ni les Russes, ni les Français, ni personne. Et qu'est-ce que... Attendez, 2 minutes pour Sandra. Je vais essayer de vous... Attendez, je vais essayer de vous remonter un tout petit peu. Voilà, attendez, je vais vous remettre le... Voilà, super. Et je vais vous remettre le livre aussi. Hop. Hop, comme ça. Ça va, Ça va? Très bien. ça va. Attendez, hop. Ça, non, finalement, comme ça, c'était pas si mal. Si on ne faisait pas 30 pièces
parfaite. Alors attendez. Hop. On ne recevait, Alors attendez. Hop. on ne recevait pas le morceau de pain. Et ma mère, elle s'est mise dans le contrôle de la cave. Je lui ai dessiné quelle pièce, quel canal je fais pour l'avion. Et tout ce qui venait chez elle, elle connaissait le mien, et elle mettait dans le bon. C'est-à-dire, je ne pouvais pas travailler parfaitement, c'était trop difficile. J'étais toujours dans le bien. Mais la chose qui m'a le plus marqué, quand on a traversé cette ville où il y avait cette école, nous étions sans cheveux, en haillons, crasseuses, avec des chaussures cassées. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont signés. Ils nous ont pris pour des gens qui sortent de l'enfer. Bon, après... Après, on a fait le Saadat Ma'avet, c'est-à-dire... Oui. Attendez, une toute petite minute, s'il vous plaît. Juste une minute. Avant qu'on arrive à la marche de la mort. Attendez, hein. Ça va? Ouais, j'essaie juste de faire des petites... Avant ça, je voulais vous demander comment vous vous sentiez de ne pas avoir de cheveux. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous sentiez pas bien ou c'était pas grave? Vous réfléchissiez pas à ça? Pas avoir de cheveux, c'était difficile? Est-ce que... Comment vous vous sentiez de ne pas avoir de cheveux? Rien, qu'il faisait froid. On était très contentes parce qu'ils ont pris les très belles filles et avec les cheveux et ils ont tatoué ici pour les soldats allemands. Et ils ne sont pas arrivés jusqu'aux soldats. Ils étaient sur place, violés plusieurs fois. Ils mouraient avant d'aller jusqu'en Russie. Ah, c'est pour ça qu'on était contents. Et il y avait beaucoup de viols dans le camp? Je connaissais une amie dont la sœur, elle était comme ça tatouée. Et à la dernière, on a fait 620 kilomètres, trois quarts à pied. Attendez, avant la marche de la mort, pour parler de Auschwitz, sur les femmes à Auschwitz, comment c'était être une femme à Auschwitz? Comment c'était en tant que femme? Avec son corps de femme, avec les cheveux, avec comment elle faisait? Est-ce qu'il y avait des femmes qui tombaient enceintes? Est-ce qu'il y avait des femmes qui avaient leurs règles? Comment ça se passait, être une femme? Vous entendez ou vous voulez que je me rapproche? Oui. Je me rapproche? Ou alors, juste entre les questions, parce que sinon... Oui. Ouais. Juste pour vous poser la question, comment c'était de se sentir une femme quand on était à Auschwitz?
comment les cheveux, comment le corps d'une femme? Est-ce qu'il y avait des femmes qui tombaient enceintes? Comment c'était les viols? Comment Et c'était... ils ne tombaient pas enceintes, ils sont arrivés, ils se sont aperçus qu'elles sont enceintes. Alors vous allez nous raconter. Attendez, je vais me rasseoir. Je ne sais pas, je sais vous dire le livre qu'elle a écrit, une des femmes. Je ne sais pas si vous avez bien connu Paris. Oui. Il y avait le premier restaurant kasher, c'était chez Monsieur Stern, au Grand Boulevard. Oui. Et sa fille, elle a jamais raconté à sa famille qu'est-ce qui lui est arrivé. Elle est arrivée à Auschwitz, elle était nouvelle mariée, elle s'est aperçue qu'elle est enceinte de 3 mois ou quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Et des copines l'ont entourée, ils ont sauvé jusqu'à ce qu'elle accouche. Et l'infirmière qui s'occupait des malades, et elle l'a pris dans l'infirmerie. Elle lui dit, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accoucher et nous allons tuer l'enfant parce que Mengele, il va demain faire un cobaye. Et imaginez-vous, c'était un petit garçon. La mère et l'infirmière, qui était son amie, ont tordu le cou, ils l'ont tué. Et 15 ans après, elle était dans la plus grande tour de Tel Aviv et elle entend une voix. Elle pousse un cri. Elle dit c'est l'infirmière. Et elle était déjà ici, infirmière à Hadassah ou quelque part. Et elles se sont rencontrées. Et elle décrit ça. Et après, elle avait 2 grands garçons et une fille. Elle a raconté à son mari et à ses enfants. C'est horrible ce livre. Et vous avez vu des choses horribles pour des femmes à Auschwitz, là-bas? Oui, j'ai vu, il y avait une réchette, il y avait camp était entouré de grillages où il y avait l'électricité. Tous les matins, j'ai vu 4-5 suicidés par terre. De juifs qui se suicidaient. Mais des morts, je n'ai pas vu, c'est la vérité. Est-ce que les femmes à Auschwitz, comment elles faisaient quand, par exemple, elles avaient leurs règles? Comment elles faisaient? Ah, moi, je n'avais pas. Mais il paraît qu'il y en avait. Ils ont trouvé un chiffon, je ne sais pas. Moi, je n'avais pas. Moi, après la libération, j'avais la première règle 2 mois après, et ma mère, qui était beaucoup plus âgée, elle avait 4 mois après. Et ce que je voulais raconter encore, que dans ce livre blanc, non, je finis parce que j'ai beaucoup raconté. D'accord, d'accord. Vous pouvez nous raconter alors la marche de la mort, comment ça s'est passé? Quoi?
quand, la marche, comment ça s'est passé quand ils vous ont pris pour marcher? La marche, comment on dit en hébreu? Je sais pas. La marche, nous étions très heureuses voir en feu Tübingen, Ulm, les grandes villes allemandes. Le dernier jour, on nous a donné un paquet cru de macaroni sans eau. On a mangé ça et les SS commençaient à fuir. Il y en a une qui nous a demandé de lui donner notre uniforme. Et c'est la chose qui me révolte. Une des capots juives s'est assise avec nous dans les Alpes. Ils nous ont laissés dans les Alpes. Et elle a ouvert une boîte de sucre en morceaux. Et nous sommes restés 25 filles jusqu'à la fin. Et on lui a demandé, donne-nous un morceau de sucre. Elle a fermé la boîte et elle nous a quittés. Pourquoi nous, qui étions 25, nous ne lui avons pas arraché ou la frappé? Parce qu'on avait encore peur d'elle. Et ce que je ne veux pas raconter, c'est que j'ai retrouvé la capot dont j'ai eu le plus de coups, ici. C'est vrai que j'ai détruit sa famille, mais je demande, mon deuxième fils, il est rabbin d'Ashdod, et des fois j'ai des remords, parce que c'était une coiffeuse, et elle me coiffait, et j'ai dit, quand j'ai parlé d'Auschwitz, elle ne voulait pas. Et après, j'ai demandé de quelle ville tu es. Elle me dit Tapolchani. Et je lui ai dit, j'ai une tante qui habitait là-bas. Du coup, elle s'est arrêtée de me coiffer. Elle a dit à son employé, continue. Et elle est partie. Le lendemain, la coiffure était vendue et ils ont déménagé. Et il me dit, ne faites rien contre elle. Elle est déjà punie. Elle a au moins 2 fois par an la dépression nerveuse. Je dis, ça suffit, va. Et elle a 2 fils ingénieurs qui ne savent pas ce qu'elle a fait, et le mari non plus. Et elle m'a donné 2 coups, et le deuxième jour où j'étais à Auschwitz, 25 coups sur chaque jambe. C'est pas les coups qui me faisaient mal, c'est le mot qu'elle a dit. Elle a dit, tu ruines mon magnifique cas. Bon, je finis avec ça. Et dans le livre blanc, vous allez voir, et d'ailleurs, elle est formidable, et il faut que je retrouve son numéro de téléphone, ma copine, qui écrit à la fin celles qu'elle connaît après la guerre qui sont restées vivantes. Et entre autres, elle écrit, moi je m'appelle Agnès, mais tout le monde m'a appelée Nessie. Et qu'est-ce que je... Ah oui, elle écrit, Nessie voulait aider tout le monde et
écrit à la main dans le livre, c'est mon prix Nobel. Non seulement j'ai aidé ma mère, mais j'ai aidé d'autres en leur procurant du café chaud. J'ai même des lettres dans lesquelles ils remercient qu'ils ont survécu à cause de ça. Que le bon matin, je leur ai donné 2 tasses de café chaud. Bon, Je vais juste vous poser alors une dernière quand est-ce que je vais lire ou... Attendez. Alors, est-ce que je pourrais vous poser juste une dernière question? Attendez un tout petit instant. Voilà, comme ça, je laisse un petit peu de lumière parce qu'elle est bien revenue. Ah, mince, il y a trop. Bon, ok. Vous pouvez m'expliquer la solidarité, la haine? Vous me racontez? La solidarité, il y avait beaucoup. D'abord parce que dimanche après-midi, nous ne travaillions pas. Et chacune racontait quelque chose. Et une des blagues, l'autre des choses sérieuses. Et imaginez-vous, ma mère qui devait se remarier, et le mariage, enfin, les fiançailles n'étaient pas faites parce que une de mes copines racontait qu'un dimanche après-midi, ma mère était très cultivée, et elle racontait la statue de Moïse qui est au Vatican. Et ils ont trouvé, si elle a choisi un sujet pareil, c'est qu'elle a perdu la raison. Le monsieur, ça devait faire les fiançailles. Un monsieur, il a dit, si elle a parlé de ça, c'est qu'elle était plus normale. Et comment c'était? Il y avait de la haine aussi entre les femmes parfois? Non, il y avait beaucoup de coopération. Oui, on s'aidait. On s'aidait la plupart du temps. On avait des idées faire de sorte qu'on ait moins de mal. Par exemple, vous pouvez nous raconter un Par exemple, il y avait alerte, il fallait descendre dans la cave. Mais déjà qu'on ne dormait pas beaucoup. Et alors, comme on n'avait ni savon, mais les latrines étaient ouvertes. J'ai enlevé ma robe à l'eau froide, je l'ai lavée et je ne suis pas descendue. Alors les autres savaient ça, ils m'ont arrangé mon lit tout droit parce que j'étais nue dedans. Et j'étais trop fatiguée pour descendre et je voulais quand même que la robe soit un peu moins sale. Une autre petite histoire de solidarité entre les femmes que Oui. vous vous rappelez? Oui. Il y avait une lesbienne avec la barbe qui nous a embêtés de temps à autre. C'était une Allemande ou c'était... je comprends. Non, une femme homo. Une prisonnière? Oui. Et est-ce que vous avez une autre histoire de solidarité où les femmes se sont aidées entre elles, par exemple? Que vous pouvez me Voilà, raconter? vous pouvez téléphoner à Paris. Elle s'appelle Madame Zalzer. Et j'ai perdu le téléphone, mais je peux vous donner l'adresse et vous cherchez. Et elle n'ouvre à personne parce qu'elle est vieille. Elle dit s'il y a un vieux qui vient, il me vide la maison et je peux rien faire. Alors il faut dire
quelque chose qui lui rappelle qui c'est qui. Et par exemple, mon gendre a un frère qui habite la même maison qu'elle. Alors quand il téléphone, il lui téléphone, je viens d'Israël, c'est de la part de Nessie. Alors elle ouvre. D'accord. Et est-ce que vous vous rappelez un moment dans le camp ou un autre moment où vous avez d'autres femmes qui vous ont aidé? Un moment dans le camp où il y a d'autres femmes qui vous ont aidé. Des femmes qui étaient avec vous dans le camp à Auschwitz qui vous ont aidé. Est-ce que vous vous rappelez? Elle ne pouvait pas s'aider toute seule. C'est pas possible. Moi, j'ai essayé d'aider ma mère, mais souvent, ça n'a pas marché. Alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous raconter toutes les fois, enfin, pas toutes les fois, mais est-ce que, nous on ne sait pas, est-ce que vous pouvez raconter comment vous essayez d'aider votre mère et comment ça ne marchait pas? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Comment c'était avec votre maman? Non, on est restés copines ensemble, une dizaine. Mais on ne pouvait pas beaucoup s'aider. Bon, je vais vous laisser parce que c'est tard et je suis fatiguée. Ok. Alors, on va faire un petit... Est-ce que vous pouvez fermer les yeux comme ça pour vous reposer? Est-ce que vous pouvez fermer les yeux? Super. Ok. Merci.